Bonjour et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, nous parlons running et renforcement. Parce qu'on voit de plus en plus au fil de ces épisodes, prendre soin de soi implique de prendre conscience de beaucoup de choses. Le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, le stress. Et vous pensez que tous ces éléments étaient isolés ? Faux, on voit bien que tout concorde à une plus grande longévité. Frédéric Belouz est notre grand expert running aujourd'hui. Il est entraîneur au Stade Français. Il vient d'écrire un livre, Running Renfo. Il coach des athlètes de très haut niveau depuis plus de 20 ans et j'ai personnellement adoré sa grande sagesse et le recul qu'il a sur sa discipline. Un épisode plein de conseils que tout le monde va pouvoir mettre en pratique. Cette conversation a été enregistrée à Wojo, notre espace de coworking préféré au centre de Paris. Bonne écoute! Salut Frédéric, ça va ? Salut Lucille, écoute, ça va très bien, merci. On vient de réaliser qu'on était voisins. En fait, on ne court pas ensemble, on ne se voit pas, mais on pourrait. Merci beaucoup de venir sur ce podcast. Je rappelle ton dernier livre, Running Renfo. Donc, on va direct rentrer dedans. C'est quoi le bon renfo qu'il faut faire pour courir ? Soit plus vite, soit mieux, soit plus longtemps. Alors, ça va servir à tout ça. Et le bon renfo, en fait, c'est... l'idée du livre, c'était qu'il y a énormément... La prépa physique, c'est devenu, entre guillemets, un peu un sujet à la mode. Mais dans le cadre de la course à pied, finalement, c'est très peu mis en œuvre. En fait, on fait un peu de PPG, un peu de PPS dans les clubs d'athlètes. Préparation physique générale, préparation physique spécifique. Exactement. Mais il y a peu recours vraiment à ce qu'on pourrait appeler la musculation, notamment la musculation avec charge additionnelle, c'est-à-dire avec des poids, que ce soit en salle ou pas d'ailleurs. Et c'est souvent par méconnaissance en fait de comment on peut mettre en place de la musculation pour la course à pied. Parce que souvent certains se disent il suffit que je me muscle, mais en même temps un rugbyman il fait pas la même préparation physique qu'un footballeur, qui ne fait pas la même préparation physique qu'un basketteur ou qu'un tennisman. Et de nombreux sports avaient déjà leur ouvrage. Et moi qui suis féru de préparation physique, j'avais rien à me mettre sous la dent et du coup je me suis dit je vais apporter ma pierre à l'édifice et proposer des choses qui peuvent être réalisées dans le cadre de la course à pied. Parce que c'est vrai que finalement dans l'histoire un peu du running, les personnes qui ont écrit des livres qui étaient nés plutôt dans les années 50, 60 parlaient plutôt de ne pas faire de renforcement musculaire, que la course à pied était assez et que voilà, il fallait peut-être faire un peu de renfo juste en poids de corps, des petites levées de genoux, etc. Et que la course à pied se suffisait en elle-même à partir du moment où tu courais bien. C'est des théories qui sont quand même développées par l'Australien Keith Bateman, je ne sais pas si tu connais, Older Yet Faster. Il y a aussi Shane Benzie, l'anglais, qui a écrit aussi sur la course à pied des Kenyans et tout. Et donc là, en fait, c'est un peu un revirement de mode de pensée. Je pense pas que ça soit un revirement, c'est une compréhension. En fait, je pense que pendant longtemps, on n'a pas vraiment compris, on savait pas, honnêtement, ce qu'apportait réellement la musculation, le renforcement musculaire pour le coureur. En fait, pendant très longtemps, par exemple, et c'est souvent un sujet de débat avec moi, c'était le renforcement musculaire, la musculation, ça permet de prévenir les blessures. Alors souvent je me lève contre ça, non pas que ça soit totalement faux, c'est pas totalement vrai, mais c'est surtout quand on dit ça, je trouve qu'on passe à côté de l'essentiel. En fait, il y a des études qui sont maintenant menées depuis le début des années 2010, donc c'est à la fois vieux et très récent, et qui ont prouvé que la pratique de la musculation pour la course à pied permettait d'améliorer tout un ensemble de leviers qui sont essentiels à la performance. Dans ces leviers, tu as l'économie de course, l'endurance, la résistance à la fatigabilité. Donc c'est vraiment des choses importantes. L'économie de course, c'est-à-dire mieux courir, dépenser moins d'énergie dans sa foulée. C'est exactement ça. C'est qu'à une même intensité, le coût énergétique sera moindre. En d'autres termes, c'est comme si tu vois, tu as une voiture, elle fait du 10 litres au 100. Et la musculation va te permettre de passer, par exemple, chiffre un peu fantaisiste, mais à 5 litres au 100. Okay. C'est-à-dire que pour faire 100 km, tu pourras aller plus vite avec le même plein. Ou alors, avec le même plein et à la même vitesse, tu pourras courir bien plus longtemps. En fait, c'est ça l'économie de course. Et je pense que ces leviers-là, ces impacts de la musculation sur le coureur n'étaient pas connus. Donc, on disait, en gros, ça ne sert à rien, avec toujours l'idée en tête aussi, je suppose, que finalement, quand on va faire de la musculation, ça c'est aussi une idée reçue, on va prendre de la masse, donc on va être plus lourd. Et s'il y a bien un truc contre lequel luttent les coureurs, notamment les coureurs de fond, finalement c'est le poids, en tout cas le poids superflu que tu portes et qui sert à rien.
Donc du coup, économie de course, tu as dit endurance aussi et courir plus vite. Voilà, et la fatigabilité, c'est-à-dire la résistance à la fatigabilité, dire que tu vas te sentir fatigué moins rapidement. Okay. Donc quand on court longtemps, ça peut être utile. Et donc cette musculation, c'est quoi ? C'est toutes les semaines ou avant l'entraînement ? Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment quelle est la compréhension en fait de l'intérêt de la musculation et comment il faut la pratiquer ? En fait, dans l'idéal, il faut au moins avoir une séance par semaine. Même les études, elles nous montrent qu'il y a une forme de ratio entre le nombre d'entraînements en course à pied et le nombre de séances de musculation. Okay. Le ratio idéal serait une séance de renfort pour 3 séances de course à pied. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que si on s'entraîne 6 fois, il faudra en avoir 2. Si on s'entraîne 9 fois, comme les athlètes de haut niveau, il faudra en avoir 3. Je connais peu d'athlètes, même au très haut niveau, qui font 3 voire 4 séances de renfort par semaine. Souvent, au niveau, on va plutôt être autour de 2 et certaines périodes 3. Et je dirais un coureur lambda, sans que ça soit péjoratif, mais l'ensemble des runners qui courent, le tout venant, déjà, si on consacre une séance par semaine, c'est déjà nickel. Et quand je dis une séance, c'est pas forcément une séance de 2h30 en salle. En 30 minutes, 45 minutes, 1 heure maximum, on a fait le job. Donc voilà, ça reste quand même, on va dire, une implication et un effort modéré, on va dire. Et donc, on renforce quoi ? Les fessiers, les quadrilles, l'arrière des cuisses, les mollets ? Tout. Même les épaules, même les bras ? Exactement. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre, c'est que évidemment, il va y avoir un accent qui va être mis sur les membres inférieurs. Donc les jambes, parce qu'on court avec les jambes, fessiers évidemment, parce que ça part de là. Mais après, on n'oublie pas le gainage, les abdos, le gainage, parce que ça c'est essentiel. Et ça, les coureurs en ont plutôt conscience pour le coup, parce que souvent ceux qui ne font qu'un exercice de renfort par semaine font au moins du gainage. Mais il y en a qui n'en font pas du tout. C'est bizarre parce que beaucoup de gens vont faire du gainage, mais sans utiliser le gainage pour courir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que beaucoup de gens finalement vont faire les abdos, la planche, voilà, sentir les fessiers serrés, les abdos rentrés, les omoplates, voilà, être vraiment très gainés. Mais par contre, est-ce qu'ils vont l'utiliser en courant ? Pas sûr, parce qu'après, tu vas avoir beaucoup de gens quand même penchés en avant par le bassin. Ouais, mais en même temps, s'ils le font, même inconsciemment, ça va leur servir pour la course, tu vois. Même si tu ne comprends pas à quoi ça sert. Exactement. Tu n'es pas forcément obligé de toujours tout conscientiser, suivant le niveau de performance recherché. Et puis là, on parlait aussi un peu de posture. Il y en a aussi, ils sont plus performants, plus efficaces, en étant peut-être un peu penchés, et ce n'est pas forcément lié à une absence de gainage. Donc voilà. Par contre, ça peut être lié à un déficit au niveau du haut du corps, et notamment du dos et des bras. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important de tout muscler, parce qu'en fait, le corps, c'est un système. T'as pas les jambes qui courent d'un côté et les bras qui ont un mouvement de l'autre. Alors, évidemment, on va prendre une séance de 1 heure. Le travail sur les jambes, ça sera 30-35 minutes. Le haut du corps, ça sera 15 à 20 minutes. Et abdos-gainage, ça sera entre 10 et 15 minutes, parce que finalement, l'abdos-gainage, quel que soit le mouvement que tu réalises, si tu fais par exemple du squat, tu vas être obligé de gainer pour bien faire ton squat. Donc ça, tu le travailles tout au long de ta séance. Mais tu vois, il y a quand même une proportionnalité en fonction de l'utilisation, on va dire, des zones musculaires, mais tout doit être renforcé, parce que notamment les bras participent à la dynamique de course, notamment dans la cadence. Et ça, je donne souvent un conseil. Si vous voulez, par exemple, accélérer votre cadence de pied, notamment pour accélérer dans un sprint final sur une course, pensez pas à vos pieds, activez le mouvement des bras et vous allez voir que le mouvement des jambes va suivre le même rythme. Et en plus, le haut du corps a un effet d'allègement. Et on sait que la course, c'est une activité d'impact. Donc à chaque fois qu'on va avoir un contact avec le sol, en gros, on s'affaisse un peu, parce que c'est le poids du corps qui vient s'écraser au sol. Et le haut du corps participe du fait que cet impact est moins important. Ça participe à l'amorti. Exactement, parce que ça allège le corps. D'ailleurs, dans le bouquin, on a un petit exercice qu'on fait faire alors plutôt aux gamins, parce que j'ai entraîné des enfants avant d'être un entraîneur sur les courses de longue distance, notamment quand il faut des sauts. Et c'est un exercice pour montrer l'impact des bras dans l'allègement du corps. Et c'est vraiment important de comprendre pourquoi on fait les choses. Et je dirais le dernier point, et je pense que tous les coureurs l'ont vécu, et peut-être encore plus en trail, quand on a les bras qui commencent à fatiguer, la course elle commence à être pliée en fait. Je veux dire, on peut être cardiaquement encore très bien, les jambes qui tiennent la route,
mais si on a les bras qui fatiguent, ça va impacter notre performance générale. Et on n'est jamais, alors je le dis comme ça, c'est une phrase un peu toute faite, mais que j'aime bien, on n'est jamais plus fort que le plus faible de nos éléments ou le plus faible de notre maillon. En fait, c'est un principe tout simple et qui se confirme au niveau de l'être humain et de l'organisme. Alors, en coup, ça me fait faire une ellipse parce que moi, j'ai jamais eu les bras fatigués en courant. J'ai les jambes fatiguées, le cœur fatigué, les poumons fatigués, la tête fatiguée, les pieds, les orteils. Mais les bras, ça, j'ai jamais senti. Alors, peut-être parce que je suis nageuse. Mais c'est quoi en fait la fatigue des bras quand on court? Alors, explique-moi. C'est peut-être à partir d'une certaine distance. Non, en fait, ça dépend des distances. En fait, c'est certains vont te dire. Alors c'est l'expression qu'on utilise en course à pied, qui sont lactiques au niveau des bras. C'est-à-dire qu'on commence à avoir les bras tétanisés. Et ça se sent sur les courses de courte distance, alors sur le demi-fond évidemment, mais même sur 5-10 km, si on active beaucoup et si on n'a pas forcément des bras très musclés, on peut avoir une fatigue. Idem sur les courses de distance. Et donc c'est-à-dire quoi? Tu ressens quoi? C'est avant-bras, biceps? Tu te sens fatigué là? Ça dépend des personnes, mais on est plus sur une sensation de tétanie. On sent que les bras commencent à se crisper, on est tétanisé. Et d'ailleurs, on le voit, les coureurs, quand ils commencent à se crisper en courant, ils commencent à hausser les épaules, c'est parce que les bras commencent à fatiguer. C'est à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une fatigue des bras, mais c'est lié à ça, en fait. Ok. Alors, je reviens sur le renfo, parce que c'était notre sujet. Donc, le renfo, ok, on bosse tout. Hyper intéressant. Et donc, toi, tu es plutôt sur le renfo aussi avec des charges lourdes. Oui, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses à poids de corps. Voilà, ça, faut quand même être assez clair, ou avec des petites charges, un petit kettlebell. Mais vraiment, à un moment, si on cherche vraiment un certain niveau de performance, on ne pourra pas passer outre le fait de mettre un peu de charge additionnelle, parce que il y a différents types de musculation suivant les charges qu'on utilise. C'est un peu comme en course à pied, il y a l'endurance, il y a le seuil, il y a la VMA. En muscu, ça va s'appeler l'endurance de force, l'hypertrophie et la puissance max. Et on développe toujours mieux, notamment les fameux leviers dont je t'ai parlé, dont l'économie de course, en travaillant en puissance max. Voilà, c'est des éléments qu'il faut savoir travailler pour optimiser sa pratique de la musculation. Donc la puissance max, c'est la force max? Exactement. Ok, donc le squat ou une fente au maximum de ses capacités de soulever, voilà, pratiquement. Souvent, voilà, on dit, alors pas au total maximum, mais 90-95% de 1 RM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la musculation, 1 RM, c'est la répétition que vous pouvez faire une seule fois avec la charge donnée. Par exemple, un squat, si une personne vous dit mon 1 RM c'est 100 kg, c'est-à-dire que si on lui met 100 kg sur les épaules, elle n'est en capacité de ne réaliser qu'un squat. Elle n'en fera pas deux, elle en fera un seul. Et là, partant de là, on estime que ce sont 1 RM. On fait des pourcentages pour savoir dans quelle zone de musculation on va travailler. Un peu comme avec la VMA. Lorsqu'on vous dit, si vous voulez développer votre VMA, vous travaillez entre 95 et 100%. Si vous voulez travailler tempo, vous êtes entre 85 et 90% de votre VMA. C'est le même type de raisonnement. Donc là, tu nous perds un peu parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens pour qui se faire un squat à 100 kg, c'est juste impossible. Donc quand on est monsieur, madame, tout le monde, on court entre 10, 20, allez, peut-être un semi-marathon, peut-être un marathon, mais voilà, on fait de la muscu, mais pas forcément ultra lourd. Comment est-ce qu'on fait en fait pour commencer à augmenter les charges? C'est quoi exactement là? Déjà, ce qu'il faut, c'est commencer à poids de corps. Ça, j'en parlais. Ouais. C'est la base, parce que avant de passer sur des charges lourdes, il faut maîtriser les exercices. Après, souvent, quand même, le conseil qu'on peut donner, parce que la musculation, il y a une dimension technique, c'est de se faire accompagner. On n'est pas tous faits pour être préparateur physique, c'est comme ça, et c'est toujours mieux. Et après, si vraiment, on n'a pas tous la faculté de se faire accompagner, il n'y a pas forcément un coach spécialisé toujours dans notre environnement, c'est d'y aller petit à petit. C'est quand on se fait des répétitions de 5 à 8, on met, on va dire kilo par kilo ou 2,5 par 2,5, et on voit le moment où ça devient vraiment difficile en fait. On fait un peu au doigt mouillé comme on le ferait en course finalement. On note un peu, ouais. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Oui, parce que finalement, ça a été montré que finalement, peu importe les charges que tu mets, en fait, ça muscle quoi qu'il arrive, même si c'est pas forcément parfait, ultra, le meilleur ratio, mais que tu fasses 30 répétitions, 15 ou 2,
dans tous les cas, tu as quand même des bénéfices musculaires. Quoi qu'il arrive, puisque tu pratiques en fait. C'est donc, tu fais l'exercice. Donc voilà, c'est évidemment, on pourrait dire dans le sens, c'est mieux que rien, tu vois. Évidemment, on fait toujours plus que celui qui ne le fait pas. Mais donc toi, par exemple, tu prépares quand même des gens qui ont des super hauts niveaux, notamment donc des jeunes adultes. Donc par exemple, pour quelqu'un qui veut courir un semi-marathon, un 10 km, combien est-ce qu'il soulève, qu'on arrive à se poser, enfin tu vois, à s'imaginer? Alors ça, c'est très individuel. Finalement, c'est comme les allures de course. C'est vraiment très individuel et ça dépend des capacités, des athlètes. Je vais te prendre un exemple et pour le coup, pas si jeune athlète que ça. J'ai entraîné une athlète féminine qui était en 2,40 sur marathon. Donc pour une femme, ça commence à devenir, on va dire, un plutôt bon niveau. Alors pour ses caractéristiques, on va dire physiologiques, musculaires, 1m60, 55 kg, c'est une athlète qui était en capacité au squat, on en parlait, d'avoir un RM à 120 kg. Elle arrivait à faire une fois un 120 voilà. kg donc, de squat. Donc elle travaillait double, plus que 2 fois son poids de corps. Exactement, mais c'était une athlète pour le coup très athlétique, très musclée. Et j'ai eu d'autres athlètes masculins qui, eux, lorsque je leur donne des reps à 80, ils n'arrivent pas. Et qui pourtant courent en moins de 2,30. Donc il n'y a pas non plus, si j'arrive par exemple à soulever tant sur un squat, ça veut dire que je vaux tant en course à pied. Franchement, il n'y a rien à voir, on ne peut pas faire de projection dans ce domaine-là. Et comment est-ce qu'on explique en fait que ça puisse améliorer donc une RM, donc finalement une répétition, c'est genre 5 secondes d'effort. Bon, il y a de l'échauffement avant et tout. Ouais. Voilà, donc c'est à peine 5 secondes d'effort. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer que construire un muscle comme ça, très très fort, ça aide à courir bien pendant 2h40 en fait? Parce que tu vois, moi, quand on m'a formée, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont cet esprit il y a la fibre endurante, musculaire endurante, la fibre musculaire de force, c'est pas les mêmes fibres, elles se transforment pas l'une ou l'autre, elles communiquent pas forcément. Comment est-ce que finalement on arrive à expliquer ce transfert en fait? Alors un des premiers plutôt, dans la chaîne des bénéfices de la musculation, c'est un bénéfice neuromusculaire. En fait, ça va être au-delà de la force qu'on développe, c'est la capacité à recruter de la fibre musculaire. Je m'explique, parce que dit comme ça, ça peut paraître certainement un peu obscur. On va prendre l'exemple, par exemple, en courant. Je recrute que, chiffre totalement aléatoire, 80% des fibres musculaires de mon quadriceps, le muscle de la cuisse, du devant de la cuisse. La musculation, notamment en force, va permettre, parce qu'il y a une règle en contraction musculaire, c'est la règle du tout ou rien. Soit je contracte tout, soit je contracte rien. Et en fait, on va solliciter le plus de fibres musculaires possible. Et donc, on va apprendre au corps à solliciter le plus de fibres musculaires possible. Donc, l'athlète qui va faire, s'il était à 80% avant de faire de la musculation, peut-être il va passer une capacité de mobilisation de 90% de ses fibres musculaires du quadriceps. Et là, on comprend bien que si au lieu d'utiliser 80%, il utilise 80% de ses fibres, il est plus efficace parce qu'il se fatigue moins vite. Enfin, voilà, j'essaye de le dire de manière un peu simple. Il y a plus d'énergie d'un seul coup qui est développée. Enfin, voilà, c'est comme si vous avez un poids qui est lourd. Si vous le soulevez si vous le tirez par exemple avec un bras, ça va plus vous fatiguer que si vous utilisez les deux bras pour le tirer. Et du coup, si vous utilisez les deux bras pour le tirer, vous pourrez le tirer plus longtemps, ou vous pourrez tirer plus lourd. C'est aussi simple. Enfin, je schématise un peu, mais c'est l'idée. Donc en fait, c'est ça, c'est le recrutement. C'est que finalement, du coup, on va aller courir et en fait, on aura plus de cellules musculaires qui seront activées et on va se sentir du coup plus léger, plus fort, plus facile. On peut le résumer comme ça, ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier bénéfice. Et après, tu as une capacité de développement de la force musculaire parce que, effectivement, on est sur un sport d'endurance, mais on est aussi finalement un sport de force parce qu'on réagit à la gravité. Il y a un impact au sol, on doit y résister, ça implique de la force. Et pour repartir sur la foulée suivante, force d'impulsion, donc là aussi on développe de la force. En fait, tout mouvement est un développement de force, que ce soit un mouvement d'endurance ou de force absolue. Ok, hyper intéressant. Et donc c'est pas de la prévention anti-blessure? Non, c'est compliqué ça.
Alors, je suis souvent un peu attaqué là-dessus, parce que je suis souvent un peu caricatural, mais c'est aussi un peu le jeu des réseaux. Souvent, sur les réseaux, on dit bah non, enfin voilà, et je me suis souvent exprimé dans ce sens-là. C'est un peu plus nuancé que ça. Tu m'avais envoyé une liste de papiers que j'ai tous lus. Voilà. En fait, on n'a aucun papier, aucune étude, parce que c'est pas des papiers, c'est des études sérieuses, qui nous le prouvent, qui prouvent que la pratique de la musculation a un aspect préventif sur la blessure, en fait. Après, il semblerait, parce que j'en ai notamment discuté avec Jean-Benoît Morin, qui est un des spécialistes de la physiologie du sport, et notamment en course en France. Donc, une sommité, c'est un chercheur, un vrai chercheur. C'est pas un chercheur des réseaux, c'est un vrai chercheur. On note pour une prochaine interview. Ouais, non, mais c'est un gars ultra brillant, ultra compétent, et voilà, il sait ce qu'il dit. Et on a vu cet échange-là, et effectivement, il me disait. Il m'a pris comme ça, il dit Fred, en même temps, on n'a pas besoin d'une étude pour savoir que si on saute d'un avion sans parachute, on meurt. Il me l'avait pris un peu comme ça, il m'a dit c'est une blague de chercheur. Et après, il avait. La blague de chercheur, voilà, très bien. Il avait nuancé en me disant en fait, visiblement, ça dépend des groupes musculaires. Lui qui est spécialiste des ischio-jambiers, c'est-à-dire le muscle qu'il y a derrière la cuisse, pour ceux qui ne savent pas, visiblement, les ischio-jambiers sont très sensible à la pratique de la musculation dans une optique préventive. D'autres groupes musculaires le sauraient moins. Donc en fait, ça dépendrait aussi des groupes musculaires. On ne sait pas tout peut-être encore. Voilà, c'est encore un champ en développement, mais en même temps, c'est tout ce qui est prévention des blessures. Souvent, les blessures, elles sont multifactorielles, en fait. C'est pas que un problème de renfort. Exactement, et souvent, en tout cas en course, le principal facteur de blessure, c'est la charge d'entraînement. Soit j'en ai fait trop, soit j'ai fait trop intense, c'est-à-dire des vitesses trop rapides, soit c'est les deux, trop de kilomètres avec trop d'intensité. C'est ça la cause principale. Après, il y a les problématiques biomécaniques, c'est-à-dire posturales ou ce genre de choses. On peut avoir des problématiques très personnelles qui font qu'on se blesse plus. Et les problématiques musculaires, évidemment. Donc, isoler l'un de l'autre, c'est difficile. Après, il y en a qui me disent, et à juste titre, ouais, mais Fred, moi, depuis que j'ai mis mes athlètes à la musculation, je remarque qu'ils se blessent moins. Je le remarque aussi. On va pas se mentir. Je le remarque aussi, mais c'est de l'empirique pour l'instant. Un athlète, et en plus, un athlète qui commence à intégrer de manière sérieuse la musculation à sa pratique dans un cas de course à pied. C'est un athlète qui optimise finalement son entraînement. C'est donc un athlète qui, avec son entraîneur, est très vigilant à sa charge de travail, en volume et en intensité. C'est un athlète qui fait attention à sa récupération. C'est un athlète qui souvent va faire, quand je dis récupération, c'est notamment le sommeil, qui va faire attention à son alimentation, son hydratation, qui sont aussi des éléments de récupération. Donc, tout ça mis à bout, il optimise la prévention des blessures. Et parce que c'est rare qu'un athlète se soit mis à la musculation et s'y adonne de manière sérieuse, et le reste, ça reste le chantier absolu. Souvent, tout commence un peu à se cadrer, donc c'est difficile de dire c'est juste grâce à la musculation. C'est hyper intéressant ce que tu dis finalement. C'est comme si la musculation, d'un seul coup, ça augmentait le sérieux de ton entraînement. En fait, c'est un élément qui montre que tu vas prendre un peu plus conscience de ce que tu fais, quoi. C'est ça en fait, c'est les athlètes en fait qui ont cette démarche, on sent que c'est des athlètes qui abordent leur pratique, comme tu le dis, avec plus de sérieux, avec une rigueur supérieure. Il y a des athlètes, ils courent pour pouvoir manger ce qu'ils veulent, n'importe comment. Mais il y a aussi des athlètes qui à un moment se disent, soit pour leur bien-être, soit vraiment dans un but absolu de performance, se disent, je vais commencer à faire attention à ce que je mange. Tout simplement, et souvent ça dénote de comment on se comporte par rapport à sa pratique aussi. Moi, ce que j'avais lu dans les papiers que tu m'avais partagés quand on avait échangé justement, quand tu avais fait ce coup de gueule muscu-blessure, j'étais « Ah, mais non Frédéric, tu peux pas dire ça !» Donc tu m'avais partagé ces papiers. Alors vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que beaucoup de scientifiques ont remarqué que la majeure partie des blessures, notamment chez les femmes, étaient liées à une sous-alimentation. Je pense qu'il dit ça au fameux syndrome Reds, qui est, effectivement, et en course à pied, on fait partie des sports
parce que souvent on met en avant la gymnastique par rapport au problème d'anorexie, notamment anorexie mentale chez les femmes. La course à pied, elle n'est pas épargnée. Moi, j'en ai vu de mes propres yeux, et il y a toujours un peu cette obsession du poids. Moi, quand j'ai dit à une époque, il n'y avait pas besoin d'être fin, d'être maigre, c'est le terme que j'avais employé à l'époque, pour être performant, je t'explique pas le nombre de messages que j'ai reçus. Je pense que c'était équivalent à ce que j'ai reçu lorsque j'ai dit que la musculation ne prévenait pas les blessures. Est-ce que les gens tombent tout de suite dans la caricature et te disent oui mais Fred, tu peux quand même pas dire que quelqu'un par exemple qui fait 1m70, si elle fait 120 kg ou si elle fait 60 kg, elle va être aussi performante. Non, c'est pas ce que je dis, évidemment. Enfin, il faut pas non plus caricaturer ce qu'on dit, mais on n'a pas besoin d'avoir le physique, pour ceux qui s'intéressent à la course à pied, de Mo Farah ou de l'athlète allemande Klosterhalfen, Constance je prononce toujours mal son nom, donc les gens sauront de qui je parle, qui est une athlète sur piste 5000, 10 000. On n'a pas besoin d'avoir ces physiques-là pour déjà être performant. On a nos physiologies propres. Évidemment, il y a un certain rapport poids-puissance qu'il faut maintenir, mais ne pas être dans cette recherche absolue, j'allais dire, de maigreur, parce que c'est de ça dont on parle. Voilà. Mais parce qu'en fait, en tout cas pour le tout venant, c'est pas forcément pour être la meilleure du monde sur 5000, mais c'est que souvent on court pour maigrir. Enfin, tu vois, je veux dire, ça a tellement été aussi marketé comme ça pendant un moment, courir pour maigrir, aller courir tous les jours pour perdre 5 kilos en 2 mois. Tu vois, on l'a tellement vu qu'en fait, beaucoup de femmes, peut-être aussi d'hommes finalement, qui veulent aussi courir pour maigrir, se mettent à la course à pied, en effet peut-être léger surentraînement, mais aussi sous alimentation pour pouvoir maigrir plus vite, courir à jeun, courir, voilà, enfin tout ce qu'on entend. Ce qui peut être intéressant de courir à jeun, mais pas tout le temps. Et finalement, sans être les champions du 5 km et de peser 60 kilos, juste en fait rentre en dénutrition périodique et se blesse aussi à cause de ça. On en revient justement à la question notamment de la récupération, en fait. Parce que la récupération, les 3 bases de la récupération, c'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est l'hydratation. Et en fait, quand on dit récupération, on devrait peut-être plutôt dire assimilation. Parce qu'en fait, c'est ce socle-là qui va permettre d'assimiler d'assimiler quoi, l'entraînement ? D'assimiler l'entraînement et de pouvoir le bonifier, en fait. Sans que ça détruise, sans que ça te crève, mais que ça te rende plus fort. Exactement. Et du coup, si tu fais pas la bonne assimilation, pour le coup, si on parle avec le bon terme, tu mets ton corps en difficulté. Si tu le mets en déficit calorique, protéique, inévitablement, tu te blesses. Ou sommeil. Exactement. C'est-à-dire que courir pour maigrir et en même temps avoir une charge de travail, plus les enfants, plus le transport, finalement tu dors 6-7 heures par nuit, c'est pas assez si tu veux courir 3 ou 4 fois par semaine. Ouais, moi c'est souvent ce que je dis. Il y a des athlètes des fois qui posent la question, tiens Fred, qu'est-ce que je peux mettre ? Est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse de la cryo, des massages ? Est-ce qu'il faut que je prenne des compléments alimentaires ? Alors moi déjà, compléments alimentaires et tout, je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste, il faut voir des spécialistes, chacun son métier. Je suis très attaché un peu à ça. Mais souvent ce que je dis, c'est déjà si tu respectes pas les bases, et c'est pareil pour les récupérations type cryo et tout, si tu dors pas suffisamment, que tu ne manges pas bien, c'est-à-dire quand je dis manger bien, c'est manger bien en qualité et en quantité, et que tu t'hydrates pas bien, avec de l'eau notamment, ça sert à rien de penser au reste. Déjà, si tu n'as pas cette base-là, c'est pour ça qu'on dit c'est souvent la pyramide de la récupération, c'est la base. Si déjà ça, c'est pas respecté, ça sert à rien de penser complément alimentaire, ça sert à rien de penser cryo et tout. Parce que si derrière, c'est pour faire des nuits de 4 heures, parce que tu vas faire la Java ou parce que tu as un boulot de taré et que tu bosses, ou alors que t'es jeune maman ou jeune papa et que tu fais des nuits entrecoupées et que finalement, même cumulé, tu dors pas plus que 4 nuits, comme ça arrive malheureusement à certains, il faut toujours adapter. C'est pour ça que je dis, il faut toujours individualiser et adapter. Déjà, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais en plus, on n'a pas tous les mêmes
je veux dire, les mêmes capacités, ce que j'appelle les capacités environnementales, c'est-à-dire notre vie professionnelle, notre vie sociale et notre vie familiale, personnelle. On n'est pas tous dans les mêmes situations. Le jeune homme qui a 25 ans, qui est célibataire et qui est rentier et qui peut faire, je prends des cas un peu extrêmes, et qui n'a que s'entraîner à faire, et qui n'a aucun problème d'argent, il n'est pas dans la même situation que la mère célibataire avec 5 enfants qui est infirmière de nuit, par exemple. Ouais, tout simplement. Et donc ces deux-là ne devraient pas se dire, oui, comme on le dit un peu souvent, et c'est des choses qui m'agacent, alors c'est, oui, tout est possible, quand on veut, on peut, gna loi de l'attraction. Oui, c'est bien de croire qu'on peut réaliser des choses. Évidemment, il faut se nourrir de ces choses-là, mais il faut aussi avoir une visée objective, parce que moi, souvent, parce que j'entraîne aussi en dehors du Stade Français, on va dire des gens entre guillemets normaux, amateurs, coaching, ouais. voilà, et qui disent oui, mais j'ai vu oui, mais un tel il n'a pas la même vie, oui, mais un tel il fait, ouais, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes. Ouais, trop de comparaisons, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce que tout le monde peut courir? Ah oui. Alors là, moi, oui, justement, j'en discutais avec est-ce que c'est vraiment ami pour tout le monde? Ah, moi, je pense que oui. Je pense que l'homme, il est fait pour quoi? En fait, moi, quand quelqu'un me dit, j'en parlais avec un ami vendredi dernier encore, enfin tout récemment, et on faisait le même constat. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens me disent « je ne suis pas fait pour courir ». Enfin, on n'est pas tous faits pour courir en 2 heures, en 2h10, 2h30 le marathon, ça c'est clair. Même 3 heures ou 3h30, ça, il n'y a pas photo. Maintenant, dire qu'on n'est pas fait pour courir, moi, c'est comme si quelqu'un me disait, hors handicap, hein, je mets de côté les handicaps, c'est comme si quelqu'un me disait « je ne suis pas fait pour marcher ». On est fait pour. Maintenant, courir, c'est aussi naturel que marcher. Clairement. Oui, en fait, c'est un mouvement de base de l'être humain, en fait. Donc, oui, après, on n'est pas tous faits pour faire 50, 70, 100, 120, 150 km par semaine. Ça, je suis bien d'accord. Mais courir juste, si. Enfin, sauf vraiment problème biomécanique, biopostural. Ouais. Mais voilà. Tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quel poids. Exactement. N'importe quelle situation corporelle. Après, on n'est pas tous faits pour courir avec les mêmes intensités, les mêmes volumes, c'est ce que je dis. On va prendre, puisqu'on parle notamment de poids. Moi, j'avais accompagné une personne dont le rêve personnel aussi vis-à-vis de ses fils, qui a été maman de jumelles, c'était de réussir à courir les 5 km de sa ville. Donc elle m'avait contacté pour ça. Une femme qui était en ce qu'on appelle obésité morbide, 1m60, 120 kg, donc vous voyez un peu le tableau. Eh ben, on y est arrivé, mais évidemment, quand on commence à accompagner une personne dans cette situation-là, on ne lui dirait pas comme à n'importe quelle personne, bon, tu me fais 30 minutes à telle allure. Tu commences en te disant, déjà, on va commencer à essayer de faire 5 minutes en courant 30 secondes, marchant 30 secondes, par exemple. En fait, on trouve suivant la personne, on n'est pas tous faits pour courir d'un bloc, par exemple, 20, 30 minutes ou 1 heure. Il y a beaucoup de gens, et ça, il faut en prendre conscience, qui ne sont même pas capables de faire un tour de piste en courant sans s'arrêter. Un tour de piste, c'est 400 mètres. Il y en a énormément pour des problèmes physiques, problèmes de sédentarité. Voilà, donc, il faut s'adapter. Mais à terme, avec l'accompagnement et la progressivité qu'on peut mettre en place, pour moi, tout le monde est capable de le faire. Et toi qui as entraîné donc, des sportifs de haut niveau, des jeunes depuis le début, minime, benjamin, cadet, et tu es aussi allé, c'est quoi, en Éthiopie, au Kenya ? J'ai été les deux, mais surtout Kenya une fois, mais Éthiopie une bonne quinzaine de fois. Voilà, donc tu as côtoyé aussi ces athlètes surhumains qu'on voit qui courent le 10 km en 26-27 minutes ou le marathon en 2 heures. C'est quoi bien courir ? Alors ça, c'est une question qui est très dure, parce que c'est en plus, mais c'est une question qui est très intéressante parce que beaucoup de gens se la posent. Bien courir, c'est courir en respectant votre corps, c'est courir en respectant votre... Et quand je dis votre corps, c'est aussi votre tête. La course, elle ne doit pas créer des dommages corporels et psychiques. Et d'ailleurs, moi j'ai passé mon brevet d'état d'athlète, et lorsqu'on est éducateur sportif, une des premières règles, c'est qu'on doit assurer l'intégrité physique et psychologique
de la personne dont on a la charge. Ça fait partie de nos missions. C'est le serment d'Hippocrate du coach sportif. Et c'est écrit comme tel. Et pour moi, bien courir, c'est ça. Il n'y a pas une manière idéale de courir. Ou alors, il y en a des milliards parce que chaque individu a sa manière optimale, je dirais, ou idéale de courir, en fait. Souvent, on pose la question, par exemple, est-ce que je dois courir sur l'avant du pied ? Est-ce que c'est ça, bien courir ? Non, c'est pas ça, bien courir. Pour certains, oui, parce que ça correspond à leur morphologie, à leur biomécanique. Donc oui, pour eux, ça sera ça, et pour d'autres, ça sera autrement. Tu vois, et je prends souvent l'exemple parce que il est un peu facile, et même lui, il le reconnaissait. Émile Zatopek, le grand champion du milieu du XXe siècle. Donc là, je commence à passer pour un dinosaure, mais voilà. Ça, on en a entendu parler quand même. Voilà. Avait une technique. On trouve des vidéos sur YouTube, donc que les gens aillent sur les plateformes et voient. Il avait une manière de courir qui était détestable. On avait l'impression qu'il souffrait énormément. Il n'était pas beau à voir courir. C'était pas Kenenisa Bekele ou Eliud Kipchoge, par exemple. Et Zatopek avait dit le jour, il a été multiple champion du monde, multiple champion olympique. Hein. Un jour, on lui a posé la question. Il a dit le jour où, on va dire, le style fera partie de la performance et sera noté, il sera un des éléments d'une médaille d'or, je penserai à le travailler. C'est-à-dire que chaque corps a son organisation propre. Et je pense qu'il y a rien de plus intelligent que le corps quand il s'écoute lui-même. Donc certains, je prends aussi cet exemple, alors je ne dirais pas le nom parce que je ne veux pas que ça paraisse moqueur ou quoi que ce soit, mais ça ne l'est pas du tout en plus. Je connaissais un très bon athlète, deux très bons athlètes, parce qu'ils étaient jumeaux du 77 et qui s'entraînaient beaucoup au bois de Vincennes. Et ils couraient les pieds en canard, mais vraiment en canard. C'est quand on les croisait dans le bois de Vincennes, la personne qui ne les connaissait pas personnellement devait se dire oh, ils ont l'air gentils, tu vois, ils ont l'air de souffrir, ils vont un peu vite. C'est deux frères qui ont couru les deux en moins de 2h20 au marathon. Mais on les voyait courir, on se dit oh, c'est pas possible. Et quand on les voit, voilà, c'est tout. Mais donc il n'y a pas une bonne manière. On a chacun la nôtre et il faut. Pour moi, c'est un tort d'essayer de rentrer dans des cases et de se dire ah bah bien courir, c'est faut poser le pied comme ci, comme ça. On peut toujours optimiser, améliorer, mais en fonction de soi-même. Donc en gros, tant qu'on ne se blesse pas, c'est qu'on court bien. C'est ça que tu es en train de dire ? C'est un bon indicateur ? C'est déjà un bon élément. Alors des fois, la blessure, elle peut être extérieure. Mais déjà, effectivement, si on se questionne sur sa foulée, alors que finalement, on ne s'est jamais blessé, on n'a jamais eu de problème, bah pourquoi se questionner sur sa foulée ? Oui, peut-être qu'on se trouve moins beau que d'autres en courant, ça arrive, mais voilà. Pour moi, c'est déjà un bon élément d'appréciation. Mais alors toi qui as pas mal lu, notamment, voilà, on a échangé, tu as lu Keith Bateman, Older Yet Faster, les livres de Shane Benzie, des livres, tu m'as parlé de Out of Thin Air, voilà, pour un peu décrypter les méthodes d'entraînement et la foulée de ces Kenyans. Donc, t'en penses quoi finalement ? Alors, toi, tu fais quoi ? Parce que t'es entraîneur. Est-ce que tu apprends quand même à tes athlètes à bien courir, à bien poser le pied, à relever le talon ? Oui, non ? Moi, ce que je leur apprends, c'est à savoir se servir de son corps et savoir s'organiser dans l'espace. Finalement, c'est ce qu'on fait avec les gamins quand on les entraîne en athlée, que ce soit les écoles d'athlée ou les poussins, les benjamins, les minimes. C'est ça, c'est savoir comment on se sert de son corps et comment... En gros, le corps fait ce qu'on lui demande de faire. Après, de comment exactement il va l'exécuter, c'est le corps qui a un peu la main là-dessus. Donc, on essaye d'améliorer, notamment quand on est entraîneur comme moi dans un club d'athlètes, avec tout le travail de gamme, ce sont ces éducatifs athlétiques, les talons-fesses, les montées de genoux, les jambes tendues, les ouvertures de hanches, qui en fait, moi, c'est ce que j'appelle des bibliothèques de mouvement. Souvent, je prends l'exemple, et je fais un parallèle avec l'écriture. On a appris, moi à l'époque quand j'étais à l'école, on a appris à faire des lignes. Quand mon gamin a appris à écrire, c'est aussi ce que je lui ai fait faire. Il y avait les petits cahiers d'exercices. On apprend à faire des belles lettres. Après, chacun on développe notre écriture. Mais à un moment donné, si on écrit une lettre à sa dulcinée ou à une femme qui nous a frappé le cœur et que c'est une lettre d'amour, ou si on se fait sur un post-it qu'il faut racheter du lait et qu'on se le met sur le frigo, on va pas forcément avoir la même écriture. Il y en a une, on va s'appliquer, et l'autre, on va écrire un peu à l'arrache, et puis comme ça. Et on n'aura pas besoin de se dire
ah bah j'écris à la femme ou à l'homme qui hante mes nuits, je dois m'appliquer, ou alors je vais écrire vite fait un peu comme un sagouin parce que c'est pas grave, c'est juste pour moi. On se le dit pas, on le fait parce qu'on sait pourquoi on le fait. Courir, c'est la même chose. En fait, on crée une bibliothèque de mouvement. C'est toujours comme ça, moi, que je l'explique, en tout cas aux sportifs. On crée une bibliothèque de mouvement et après, le corps, il est assez intelligent pour, dans différentes situations dans lesquelles il se trouve, se dire, bah tiens, là, par exemple, sprint de fin de course, je sais que je vais peut-être devoir augmenter la fréquence, avoir une qualité de pied qui va être différente, peut-être plus me mettre sur l'avant du pied parce que c'est sur 100 ou 50 mètres et je dois être, en gros, en mode sprint. Ou alors là, là, c'est une montée, je dois m'adapter, une descente, je dois faire comme ci, comme ça. En fait, on donne les armes au corps pour piocher là où il a besoin, le type de mouvement qu'il a à faire, et après, le corps, il fait ça très bien tout seul, entre guillemets. Mais si on ne lui a pas dit comment il pouvait le faire, il ne le fera jamais, il fera toujours la même chose. En fait, c'est ça l'idée. Donc finalement, on ne peut pas mentaliser comment on va poser le pied, comment on va mettre ses bras, comment on va placer son corps dans l'espace. C'est plutôt finalement en apprenant à ressentir, mais pendant les exercices, c'est vrai que moi je suis nageuse et en natation, on fait énormément d'éducatifs. Tu ne peux pas faire un entraînement sans avoir fait au moins 5-6 éducatifs de 400 mètres en fonction de ton niveau, de ressentir l'eau, de ressentir... voilà. Et après, tu nages. Et finalement, c'est vrai que quand on nage, on parle rarement de comment mettre ton bras, ou un peu, mais bon. Et finalement, c'est un peu la même chose en courant, en fait. On ne peut pas vraiment se voir en train de courir comme on se regarde danser devant la glace. On peut le faire, mais par exemple, quand on fait nos gammes, et après qu'on fait des accélérations ou qu'on est sur du fractionné court, où on a, entre guillemets, le temps de penser à sa foulée vraiment. Tiens, là, je vais poser le pied comme ça. On peut le conscientiser. Si on part sur un 10, un semi ou un marathon et qu'on pense, ça va nous épuiser de penser à ça tout le temps, honnêtement. Et le gain ne sera pas si évident que ça. Après, par exemple, on peut quand même aussi penser au relâchement. Le relâchement fait partie de la qualité de la foulée. Après, ça dépend des distances, évidemment. Un coureur qui fait du très court, ou même les sprinteurs, ils font 30-40 minutes de gamme avant une séance de sprint. Et quand ils courent, ils pensent placement du bassin, placement de ci, placement de là. La technique sur un marathon, sur un semi-marathon ou même sur un 10, elle va avoir un impact sur la performance qui va être moindre, en fait, par rapport à... Voilà, c'est un peu, on est dans le coût-bénéfice, en fait. Et alors, quand on est adulte, pas forcément dans un club, on a envie de courir son premier 5, 10, semi-marathon. Il faut faire des gammes. Et comment est-ce qu'on fait pour les pratiquer comme ça soi-même ? C'est pas simple. Seul, c'est pas simple. Justement, je suis d'accord parce que, en fait, c'est un exercice technique et comme tout exercice technique, mais que ça soit la course ou autre chose, ou même en dehors du sport, s'il y a personne pour entre guillemets vous corriger, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Moi, j'invite les gens à en faire, honnêtement, parce que c'est important, parce que ça permet aussi de conscientiser son corps, en fait, et de savoir comment on s'en sert. Du coup, moi, ce que j'invite, c'est de se filmer. De se filmer pas pour poster sur les réseaux. Hein, parce qu'après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des gens libres. Mais de se filmer, peut-être, de comparer avec ce qu'on peut voir. Parce qu'il y a quand même un certain nombre, et notamment dans le bouquin, il y a des liens sur des vidéos. Donc, mais on trouve aussi des exercices de gamme très bien réalisés en dehors de Running Renfo. Donc, je ne veux pas juste vendre ma soupe. Mais, super ce livre. Et du coup d'essayer de comparer et de voir comment je réalise l'exercice, comment les spécialistes le réalisent, mais toujours aussi avoir le recul. Parce que si on se compare à quelqu'un qui fait ça depuis 15-20 ans et qui est athlète professionnel, évidemment il y aura un delta. Ouais. Mais c'est bien aussi d'avoir une idée de là où on peut aller ou de là où il faudrait aller. Et c'est ça qui fait progresser, les gammes. Ça participe du travail de la foulée, effectivement. Si on veut améliorer sa foulée, il faut passer par l'exercice gamme, clairement, pour moi. Au moins une fois par semaine ? Ouais, déjà à chaque fois qu'il y a une séance de fractionné, parce que les gammes en plus... Avant sont fractionnées. Voilà, parce qu'elles ont aussi un rôle d'échauffement musculaire, les gammes. Tout à l'heure, on parlait des ischios. Les ischios sont très peu échauffés
par le simple fait de courir. Donc si on ne fait pas notamment de talons-fesses avec une cadence élevée, vous allez attaquer votre séance de fractionné avec des ischios qui ne sont pas totalement bien échauffés. Donc là, c'est aussi un élément prévention des blessures pour le coup, les gammes. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Moi, je connais des athlètes qui adorent faire des gammes et qu'en font à la fin de leur footing parce qu'ils veulent s'améliorer dedans. Voilà. Mais parallèlement, parce qu'on a tout dans la nature et c'est ça qui est beau, on trouvera des athlètes qui ont un assez bon niveau. Moi, j'ai un athlète dans mon groupe d'entraînement au Stade Français, ça va parler aux spécialistes, qui a fait 3,46 sur 1500 mètres quand il courait du 1500, qui est autour de 30 minutes sur 10. Donc, on va considérer que c'était propre. Pour son premier marathon, il vient de faire de 25. Il ne sait pas faire des gammes. On le voit faire. Pourtant, il a 10 ans d'athlète, ce garçon. Hein. Et quand il fait des gammes, on se dit, le gars, il a commencé l'athlète il y a 2 jours. Voilà. Mais c'est comme ça. Il fait de son mieux et son corps s'adapte au mieux en fonction de sa son coordination, et de comment ça fonctionne chez lui, des connexions neuromusculaires, tout simplement. Donc, il ne faut pas non plus se dire « Ah bah mes gammes, entre guillemets, elles sont pourries, donc je serai nul en course ». Ça n'a un peu rien à voir. Okay. Voilà. Ça, c'est quand même vraiment un truc... pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de gens qui font des gammes comme ça, en train de courir. Moi, je le fais, j'avoue, seulement quand je vais faire mon fractionné au stade le mercredi. Et pareil, en fait, souvent, je skip. En fait, j'en fais, mais je sais pas, j'en fais pas tant que ça me saoule vite, j'en ai vite marre, j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à rien. Les coureurs aiment courir. Enfin, les coureurs, les coureuses aiment courir. Donc, c'est pour ça que les gammes, ils les squeezent dès qu'ils peuvent. Le renfort, ils le squeezent dès qu'ils peuvent. Honnêtement, faut être honnête, c'est comme ça et on peut aussi comprendre, mais c'est souvent en avançant dans l'âge qu'on se rend compte que... Parce qu'on s'est blessé 1000 fois. Que ça a son utilité et que finalement, ça peut servir. Mais après, je comprends aussi ceux qui s'entraînent seuls, celles et ceux qui peuvent s'entraîner seuls et qui n'ont pas forcément un regard. Parce qu'ils disent, je fais, mais finalement, je ne sais pas si je fais bien. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Donc, je peux aussi comprendre le fait de se dire, ça peut avoir un intérêt qui est un peu limité. Parce que évidemment, si on court 3 fois par semaine et que le but avant tout c'est de se faire plaisir et entre guillemets d'être juste, il n'y a rien de péjoratif, mais finisher de son 10 km, on va peut-être pas aller se filmer en train de faire des gammes pour aller sur internet et se comparer. Je l'entends aussi. Ouais, non mais j'entends aussi, mais finalement, moi qui suis plutôt vraiment dans l'amateur un peu plus, parfois juste mettre 30 secondes de moins sur le 10K de l'année dernière, t'es quand même content en fait. Juste toi, t'as gagné 1 an, t'as gagné 30 secondes. Bah voilà, c'est juste le petit baume au cœur, qui te motive à continuer à courir. Et finalement, voilà, si t'as fait des gammes pour en arriver là à gagner tes 30 secondes, bah ça fait plaisir, quoi. Parfois, c'est juste ça. Clairement, et du coup, à contrario, pour ceux qui n'aimeraient pas forcément ou qui ne savent pas comment forcément faire des gammes, le travail en côte peut être un très bon exercice, notamment pour travailler la qualité de pied. En côte, si on prend une côte, on n'a pas besoin de faire 400 mètres en côte. Déjà, on fait entre 10, 15, 20 secondes, voire 30 secondes d'effort en côte, sur une côte qui est entre 5 et 10%. Là, pour le coup, on envoyait en pleine balle et une récup descente, vraiment marcher, même s'il faut prendre encore du temps pour bien récupérer son souffle. Là, on va, même sans s'en rendre compte, on va améliorer sa qualité de foulée et sa qualité de pied. Donc, à la rigueur, c'est un exercice qu'on peut mettre en place. Pareil toutes les semaines ? Par période, parce qu'on ne va pas faire toutes les semaines, toute l'année. C'est par cycle. Souvent, les entraînements fonctionnent aussi par cycle. Donc, on peut avoir des cycles qu'on va en retrouver en début de saison ou dans la période foncière toutes les semaines. Puis après, en fonction de ce qu'on prépare, des petits rappels toutes les 3 semaines. J'aimerais qu'on parle de la longévité, puisque c'est quand même la base de ce podcast. Est-ce qu'on peut continuer à courir jusqu'à ce que mort s'en suive ? Et est-ce qu'on peut commencer à courir à n'importe quel âge ? Oui et oui, mais je vais quand même détailler. Oui, je pense qu'on peut courir jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, c'est vraiment mon but dans ma vie. Donc, rassure-moi. Pour l'exemple, Alain Mimoun, qui est quand même notre star, notre seul champion olympique non, pas notre seul, je dis des bêtises en plus. Le dernier champion olympique de marathon, a couru
tous les jours, même 10-15 minutes jusqu'à la fin de sa vie. C'était son truc, c'était de dire je veux courir jusqu'à la fin de mes jours. Donc oui, c'est possible. Évidemment, arrivé à un certain âge, ça va être peut-être un peu plus difficile. On va plus courir pendant 1 heure. Enfin voilà, suivant aussi comment la vie nous aura impacté physiquement. Et oui, on peut commencer à tout âge, mais là aussi, de la même manière un peu que, comme tout à l'heure je parlais par rapport aux personnes qui pourraient avoir des problèmes de santé, il faut adapter. Si on commence à courir à 40 ans, bah, c'est pas la même chose que si on commence à courir à 60 ou à 70 ans, évidemment. Mais il y a... Et c'est possible quand même ? Oui, totalement. Mais progressivité, adaptation, individualisation, c'est la base. Je pense que, sauf contre-indication médicale, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avoir une activité donnée. Et la course en fait partie, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est, à mon sens, un des mouvements les plus naturels. Et parlons de chaussures. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les super shoes qui font gagner 4% de vitesse sur marathon, sur 10 km. Du coup, les minimums mondiaux sont rabaissés parce que, en fait, les super shoes... Est-ce que c'est vraiment les super shoes qui augmentent la vitesse ? Est-ce que c'est juste le poids de la chaussure ? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est que pour les pros ? Alors là, c'est un autre sujet qui m'a valu beaucoup de critiques et d'attaques sur les réseaux. Parce que quand c'était sorti, j'avais mis un peu un bémol. Et comme en toute chose, on caricature donc toujours. Les super shoes, rappelons, c'est les gros chaussures à plaque carbone, Nike, Adidas à 400 €, 300 € la paire. C'est, je pense que ceux qui ont le plus gagné dans cette affaire-là, ce sont les équipementiers. Déjà, on va être clair. Ceux qui ont le plus perdu, ce sont les comptes en banque des coureurs et des coureuses. Au-delà de ça, évidemment, la technologie a progressé, donc globalement, ça aide. Globalement. Maintenant, moi, ce que je remettais plus en cause, c'était la quantification. C'est-à-dire 4%, ça semble très individuel. Même à même niveau de performance, ça va quand même dépendre de la foulée de l'athlète et de comment lui réagit à la chaussure. Donc, c'est difficile de dire cette chaussure tu la mets, parce que des fois on a lu des trucs, même des athlètes qui disaient ça. Moi ça m'a fait gagner 4 minutes sur marathon. J'ai du mal à croire et là on parle d'athlètes qui étaient au niveau de 2h10, quoi. On était sur des minima olympiques français. J'ai du mal à me dire qu'à ce niveau-là, juste une paire de chaussures fait gagner 4 minutes. Honnêtement, hein, évidemment elle fait gagner, parce que si c'était pas le cas, tous les athlètes, même avec la pression des équipementiers, ne les porteraient pas, faut être franc. Après, concernant tous les, justement, pour faire un peu le parallèle avec un des éléments... Par exemple, si moi, là, je vais aller faire un semi-marathon et mettre 1h45 au lieu d'1h48, est-ce qu'une paire de super shoes va vraiment m'aider ? Je suis pas convaincu. Non, va falloir faire se fractionner toutes les semaines. Quoi qu'il arrive, les athlètes qui perfent avec les super shoes sont des athlètes qui s'entraînent beaucoup. Oui. Donc voilà, rien ne remplacera l'entraînement. Maintenant, c'est quand même, l'équipement est un élément fondamental de la performance. Et encore plus avec ces chaussures-là, mais parce que on les a vendues un peu comme elles font courir plus vite. En fait, c'est pas totalement ça. Elles permettent de courir à la même intensité plus longtemps. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, elles permettent de courir à la même intensité plus longtemps. Oui, parce qu'en fait, ce qui ressort de beaucoup de témoignages d'athlètes et aussi des quelques études qu'on a en la matière, c'est que c'est la fatigue musculaire, l'économie de course est préservée avec ces nouveaux modèles. C'est-à-dire que si vous avez une pointe de vitesse, par exemple, allez à 22 km/h, vous mettez une super shoes, vous n'allez pas vous mettre à 25 km/h. Par contre, vous allez être en capacité de maintenir plus longtemps une autre intensité, c'est-à-dire que la dégradation musculaire liée au choc va être moindre. Et c'est souvent, on parle beaucoup du carbone, mais c'est la combinaison carbone et les mousses nouvelle génération qui ont un impact, en fait. Donc, et la légèreté de la chaussure. Voilà. Mais ça, les chaussures légères, on en avait déjà avant. Mais les chaussures légères, c'était parce qu'elles avaient une semelle toute simple. Et maintenant, quand on fait courir des athlètes qui ont l'habitude des nouveaux modèles avec les chaussures ancienne génération, vous en ressortez avec des courbatures, notamment au niveau tendon-mollet de tous les côtés. Et vous risquez même de vous blesser. Et alors justement, les barefoot,
le minimalisme prôné par Keith Bateman et aussi par Shane Benzie et par qui d'autre ? Pas grand monde en France en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu cours avec quoi toi ? Tu cours pieds nus ? Non, jamais. J'ai jamais couru pieds nus. Je pense que il y a eu une grande mode, et notamment à l'époque Born to Run, quand Born to Run est sorti et est devenu une référence mondiale, le fameux ouvrage. Je pense qu'il y avait une sorte de fantasme derrière ça, dans l'idée, on revient retour à la nature et tout, retour à une foulée naturelle. En tout cas, nous, les sociétés occidentales, foulée naturelle, depuis qu'on a appris à marcher, on a marché avec des chaussures. Il n'y a aucun d'entre nous, quasiment, qui a appris réellement à marcher ou qui a marché pieds nus dans sa vie. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, peut-être une sorte de fantasme autour de ça. Efficacité, je reviens toujours à la même chose. Si c'était vraiment le b.a.-ba de la performance, tout le monde le ferait. Mais est-ce que les jeunes athlètes éthiopiens, kenyans s'entraînent toujours pieds nus ? Non. Enfin, honnêtement... C'est pareil, c'est une légende urbaine, ça, finalement. Honnêtement, parce que... C'était le cas peut-être au début. Oui, il y a peut-être très longtemps. Enfin, là, on était sur Bikila lorsqu'il a gagné le marathon des JO de Rome. Il a le premier athlète africain médaillé d'or sur marathon. Pieds nus. Pieds nus. Les JO d'après, 4 ans après, il avait des chaussures. Voilà, et honnêtement, personne court pieds nus. Et notamment parce que les athlètes élites ils refilent les chaussures elles tournent dès qu'il y a, en plus maintenant, avec le nombre de coureurs étrangers, notamment occidentaux, européens et américains qui vont en Éthiopie et au Kenya, on donne tous des chaussures. Il n'y a personne qui court pieds nus. Ça, c'est fini depuis très longtemps. Et dès qu'ils le peuvent, ils ont des chaussures nouvelle génération, ou voilà, tout l'inverse de ce qu'on pourrait prôner. Donc, il y a peut-être encore les Tarahumara, la fameuse tribu mexicaine du bouquin Born to Run qui court encore en sandales. Je ne sais pas, j'y suis jamais allé, mais peut-être que c'est les derniers à faire ça. Mais eux, on les voit jamais sur les podiums olympiques non plus. C'est vrai. Et donc toi, tu cours jamais pieds nus, tes athlètes, pas de pieds nus, tu fais pas travailler la sensation du sol. Non, mais par contre, ce qu'on fait notamment quand on est dans un club d'athlètes et qu'on a cette fibre athlétisme, c'est que certaines séances sur piste sont faites avec des chaussures qu'on appelle des pointes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque comme si on courait pieds nus. Il y a une semelle avec des petits clous au bout, c'est-à-dire tout petit pour bien accrocher à la piste, ou alors on court avec des chaussures qu'on pourrait maintenant appeler des minimalistes. C'est pas des barefoot, mais c'est des minimalistes, effectivement, pour travailler la qualité de pied. Moi, je suis assez opposé, pour le coup, au fait que les athlètes portent toujours leurs chaussures carbone ou nouvelle génération. Moi, je veux qu'ils portent un maximum des chaussures qui ne leur donnent pas un avantage, pour justement, lorsqu'ils vont mettre ces fameuses chaussures, il faut s'y être accoutumé évidemment, mais lorsqu'ils vont les mettre, ils ressentent vraiment la différence. Pour moi, c'est l'objectif en fait. Ok, donc en gros, on a plusieurs paires de chaussures, pas forcément trop amortissantes, et les jours de compète ou pendant les fractionnés 3-4 semaines avant, on s'en sert pour bien comprendre, et les jours de compète ou de dossard ou quoi, on les porte et on profite. Ah, exactement. Et souvent, les athlètes ont leur paire de compétition, quoi. Après, voilà. Alors, certains vont me dire, oui, mais les athlètes de haut niveau, ils portent toujours leurs chaussures. Oui, mais les athlètes de haut niveau, c'est des athlètes qui font 160, 180, 200 km par semaine. Et comme je le disais, ces nouvelles chaussures, on va dire, prémunissent le muscle. Donc, ils peuvent enchaîner les kilomètres de manière, entre guillemets, plus facile, ou en tout cas, moins difficile. Donc, pour eux, c'est un vrai avantage. Quand on fait 50, 60 km par semaine, si on a un peu de courbature pour l'entraînement dans 2 jours, c'est pas très grave. On peut faire. Un athlète de très haut niveau, évidemment, il se préserve au maximum. C'est pas tout à fait les mêmes logiques. C'est pas plus blessant, les chaussures carbone ? Non ? Il y en a qui véhiculent cette idée-là. Moi, j'ai pas remarqué. Moi, honnêtement, je l'ai pas constaté. J'ai rien vu passer qui indiquait ça. Mais il y a des trucs comme ça qui circulent, mais... Moi, j'ai rien. Moi, de mon expérience, non. J'ai rien vu passer en l'occurrence. Voilà. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre conversation. S'il y avait, parce que là, on est en plein été. Beaucoup de gens vont peut-être se remettre au sport pendant les vacances d'été, se remettre à courir sur la plage, profiter des vacances. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ?
Alors je leur dirais pas trop vite, pas trop fort et pas de comparaison. Si je devais résumer vraiment en 3, c'est il fait chaud, l'effort il est beaucoup plus difficile, donc adaptez, soyez progressif dans votre effort, hydratez-vous. Voilà, même s'il y a une sorte de vogue de se moquer de gens qui prennent des sacs même pour faire 5, et si vous avez besoin de boire, prenez un sac même pour faire 5 km, c'est votre besoin. Voilà, entre guillemets, on s'en fiche des autres. Et vraiment, allez-y progressivement. Vraiment, vous dites pas, je vous prends un exemple. Moi, les athlètes, ils coupent toujours, notamment au Stade Français, 3 semaines par an. Lorsqu'ils reprennent, les 2 premières semaines de reprise, c'est 3 entraînements par semaine, pas plus de 30, 35, voire 40 minutes en fin de 2e semaine. Et je vais prendre l'exemple d'un athlète qui court en 30 minutes le 10, qui donc normalement, globalement, en période normale, fait ses footings, allez, plutôt autour de 15 à l'heure. Quand il est en reprise, il est entre 10 et 11 km/h. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment mollo. C'est vraiment important, surtout quand vous êtes en reprise. Merci beaucoup Frédéric Belouz. Je rappelle ton livre Running Renfo. Donc tu es entraîneur au Stade Français. N'importe qui peut venir s'entraîner dans ton club. Oui, il faut qu'ils s'inscrivent. Oui, il faut s'inscrire. Tout le monde est le bienvenu. Bien sûr. Il y a évidemment des groupes de niveau. Et tu fais aussi du coaching, donc on peut te contacter sur Instagram. Via les réseaux, exactement. Impeccable. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, restons sur ces conseils pleins de sagesse et de bon sens. Allez-y doucement, progressivement. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de bonnes choses qui ressortent de cette conversation avec Frédéric, notamment le fait que tout le monde peut et même devrait courir. Alors, les convaincus, commentez, et puis ceux qui s'interrogent encore sur cette course à pied obligatoire, faites-nous part de vos avis. Moi, je ne peux que vous encourager parce que courir, c'est la vie. Merci encore pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à tout bientôt sur Long Live. Salut!